Public Sénat. Bienvenue à tous. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Ne soyez pas surpris qu'un œil présente une émission sur des livres et des destins particuliers. Ici devant vous, pour la première fois, moi aussi j'ai le trac. Je m'appelle Fechter, j'ai 6 ans. J'accompagne mon maître, Jacques-Olivier Travers, qui m'enseigne le retour à la nature et donc la liberté. Bibliothèque Médicis accueille l'aigle et le colibri. L'aigle, évidemment, c'est moi. C'est moi. Et tous ceux que j'ai inspirés. Et le colibri, c'est lui. Voilà, Pierre Rabhi. Pourquoi le colibri? L'aigle, on va l'entendre, on va le voir. Mais le colibri, pourquoi? Parce que dans le marasme social d'aujourd'hui, il y a comme une tendance à l'impuissance, en quelque sorte. Alors, un jour, j'ai lu une légende amérindienne qui disait qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, sauf le petit colibri qui va prendre une goutte d'eau, il la jette sur le feu. Le tatou l'observe depuis un moment, il dit quand même, colibri, c'est quand même pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux en lui disant « Je sais, mais je fais ma part ». Vous en avez fait l'image de votre destin et de votre combat, Pierre Rabhi. Dans la nature, est-ce que le colibri a peur de l'aigle? Alors ça, c'est les spécialistes qui peuvent le dire, parce que moi... Et probablement, malheureusement, l'aigle est au sommet de la chaîne alimentaire, tous ceux qui sont voilà, font un peu peur de lui. Oui. Jacques-Olivier Travers, l'aigle, c'est le symbole du rayonnement et de la gloire. On va le voir. Que de définitions pour vous, Pierre Rabhi, qui vient de si loin. On dit le biopenseur, le Gandhi du terroir, c'est le Figaro, le pape vert, le semeur d'idées, et Michel Drucker vous a reçu, et puis le semeur d'espoir, comme dit avec vous Olivier Lenaire, qui a fait un livre sur vous. Et comment vous vous définissez? Vous vous retrouvez dans les définitions, les noms de baptême qu'on vous donne? J'ai beaucoup de mal à me définir moi-même parce que je suis engagé, si vous voulez, en conscience dans une démarche qui tend plutôt, enfin je me suis dévoué, disons, à la nature et à l'humanisme d'une façon générale. Et on va voir comment tout à l'heure. Oui. Je disais, l'aigle, c'est le symbole du rayonnement et de la gloire. Michel Drucker, la gloire se nourrit de grandeur et de beauté, comme vous dites dans le livre. Quand on a la gloire, on ne veut pas la perdre. Et dans un livre qui vous ressemble, De la lumière à l'oubli, chez Robert Laffont, dont on parle beaucoup, vous vous confiez, à mon avis, comme jamais. Oui, mais ce n'est pas vous qui allez vous en plaindre, puisque Jean-Pierre, on se connaît depuis longtemps, et régulièrement, vous m'avez dit, un jour, il faudra que tu te montres tel que tu es, et que tu dises enfin, avec tes mots à toi, ce que tu as vu et entendu en étant enfin désinhibé. Et alors, ça, vous le racontez. L'heure a sonné. Voilà, et vous vous intéressez à toutes les stars de la chanson, du théâtre, du cinéma et de la politique. Puisqu'on va voir, vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, de Ségolène Royal, qui sont passés des projecteurs de la lumière à une certaine ombre, mais ils restent toujours sous les projecteurs. Vous, ça ne peut pas vous arriver. Si, ça arrivera sûrement, parce que les cimetières de l'audiovisuel sont remplis de gens qui se croyaient irremplaçables. D'ailleurs, en exergue du livre, je mets ce livre est dédié à tous ceux qui pensaient que ça durerait toujours. C'est vrai que je suis un peu un obsessionnel de la durée, parce que mon père, qui était médecin, exerçait son métier jusqu'à 80 ans. Et quand on est passionné par un métier, ce qui est notre cas tous les deux, on a envie que ça dure toute la vie. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend des téléspectateurs. Patrice Galifet, vous publiez un Bonaparte, premier de 2 volumes sur Napoléon, chez Gallimard, une exceptionnelle biographie. Des dizaines de milliers de livres ont été déjà consacrés à Bonaparte et Napoléon, mais pas de biographie depuis combien d'années? Depuis une quarantaine d'années, ouais. La dernière en date. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout dit sur ce destin exceptionnel de Bonaparte-Napoléon qui est devenu une légende, une époque et un mythe? Il est surtout une énigme.
Et je pense qu'on n'a pas fini de s'interroger sur ce mythe parce que chez lui, il y a quelque chose de tout à fait disproportionné qui défie absolument toutes les explications. D'où le fait que le dossier est rouvert périodiquement et que très probablement il n'y aura pas de fin à la réflexion sur ce personnage tout à fait unique dans l'histoire universelle. Vous êtes là pour éclairer le chemin de ce Corse qui, d'Ajaccio aux Tuileries, a changé la France, l'Europe et peut-être même le monde, et vous donnez l'impression qu'on trouve des éléments, des documents encore inédits. Oui, on trouve des choses inédites, et puis beaucoup d'aspects de cette histoire si étrange restent tout à fait mystérieux. Le rôle qu'a joué la Corse dans sa vie, l'importance qu'a eu l'expédition d'Égypte sur son destin, en grande partie sa vie privée aussi, qui n'a pas été traitée depuis assez longtemps, Oui, et qui a beaucoup de sens. D'autres femmes qu'il a connues. Je ne sais pas si vous allez rassurer Michel de Rucker. Vous dites que le mythe de Napoléon lui-même a rétréci. Les grandes victoires militaires de Napoléon n'exercent plus la même fascination qu'au temps de Tolstoï. Le mythe, Michel, le mythe s'épuise à mesure que les passions qui l'ont entretenu s'éteignent, celles de la guerre, de la gloire, de l'héroïsme, c'est-à-dire même pour Napoléon. Oui, même pour Napoléon. Parce que Napoléon est un... Et au fond, c'est l'homme qui a mis en loi le monde moderne en France, mais en même temps, lui est un personnage des anciens temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Napoléon n'est pas encore tout à fait étranger à notre temps, mais il l'est devenu partiellement. C'est pourquoi vous dites que c'est un individu du monde moderne. On en parlera tout à l'heure. Jacques-Olivier Travers, il y a de nombreuses espèces d'aigles, évidemment. L'aigle choisi pour l'Empire et l'Empereur, il ressemblait à celui-ci ou c'était autre chose? Alors, pour l'empereur, c'était l'aigle impérial, une autre espèce. Par contre, celui-ci, c'est l'emblème de l'Allemagne, hein, un autre grand empire. C'est le pigargue à queue blanche, une espèce qu'on connaît bien en France, parce qu'on l'appelait l'orfraie. Pousser des cris d'orfraie, en fait, ça vient de cet oiseau, qui a un cri très strident au moment de la période de reproduction, que malheureusement notre folie a fait disparaître en 1959 et qu'on espère aujourd'hui, pourquoi pas, revoir un ce que jour vous voler. faites vous-même. Est-ce que Fletcher, puisque c'est son nom, est sage ou patient? Combien de temps il peut durer comme ça? Je crois qu'on va le laisser repartir si ça vous embête pas, parce qu'il commence à être un petit peu lassé de rester là sous les projecteurs. Il est à la fois impertinent et indiscipliné. Exactement, c'est encore un jeune oiseau. Ouais. Il vient de Savoie. Haute-Savoie, si vous me permettez, c'est pas qu'on n'aime pas nos amis savoyards, on tient beaucoup à notre département. Qu'est-ce qui le dérange le plus? La lumière, le bruit? Non, une seule chose que vous pouvez voir, la chaleur, puisque là, il ouvre le bec, il a chaud, il ne peut pas transpirer, donc là, il allaite tranquillement, comme le ferait un chien. C'est pour ça qu'on ne va pas le laisser trop longtemps sous les projecteurs, mais sinon, le reste, vous voyez, il est parfaitement adapté. Il est né en captivité et vous lui apprenez à voler. C'est extraordinaire, ça. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre qu'un homme apprenne, surtout que je ne savais pas voler moi-même, mais je me suis aperçu que ces animaux ne savaient pas en fait voler une fois qu'ils ont passé plus d'1 ou 2 années en captivité. Qu'est-ce qu'il voit quand il nous regarde? Là, il est en train de tourner la tête parce qu'il y a des bruits, qu'est-ce qu'il regarde? Alors la vision de l'aigle, on le sait, hein, est entre 8 à 10 fois supérieure à la nôtre, il a une acuité visuelle incroyable. On dit toujours qu'un aigle... déjà ce qu'il y a dans la poche de Michel de Rucker. À peu près, puisqu'on dit qu'il voit une souris depuis le sommet de la Tour Eiffel, pour vous donner une idée. Moi j'ai vu qu'en dans plein ciel, il me repérait à 4 km de distance, donc la vue de l'aigle est vraiment phénoménale. Et alors, est-ce que l'homme est pour lui un ennemi, un rival, ou dans certains cas, comme avec vous, Jacques-Olivier Travers, un complice? Pas nous, mais vous. Oui, l'homme a été longtemps un rival et même un ennemi, et il faut aujourd'hui qu'on apprenne à partager l'espace. Je crois que c'est ça le message aujourd'hui qu'il faut qu'on apprenne, c'est qu'il faut qu'on apprenne à partager l'espace avec la faune sauvage, quelle qu'elle soit, que ce soit des aigles, que ce soit des loups, que ce soit des ours ou d'autres. La nature. Il faut partager. Ça c'est pour Pierre Rabhi. Et ça me fait très plaisir. Vous pouvez le laisser peut-être se désaltérer, et quand il aura plus soif, qu'il vienne nous rejoindre. Hop. Voilà, et on entend son chant, son cri. Qui cherche du sens est souvent invité à frapper à votre porte. Je crois que c'est dans les Cévennes, parce que votre maison est ouverte et elle est toujours ouverte. Et il paraît que l'accueil est toujours simple. On n'y est pas allé là, mais on va peut-être venir. L'accueil est simple. Ouais. Ben écoutez, je serais très heureux de vous accueillir. Non, oui. Enfin, je retrouve l'hospitalité de mon peuple, de ma nature. Ouais. Je regardais si comme votre tenue, si comme à l'image de Lanza del Vasto, vous êtes toujours, et comme des moines, vous êtes toujours en sandales et pieds nus. Oui, c'est pas ostentatoire, c'est parce que ça correspond simplement à... je m'achetais, je ruinais en chaussures, molletonnées, compagnie, j'avais toujours froid aux pieds. Puis un jour, on m'a dit, tu as qu'à te mettre pieds nus et tout sera résolu. Ah bon, pieds nus, et c'est le cas. Et ça guérit de tous les risques de rhume, etc. etc. Des chefs d'État, des peuples anonymes, des étudiants, des entreprises. J'ai vu que la SNCF, le MEDEF font appel souvent à Pierre Rabhi. On s'arrache celui qu'on appelle le philosophe paysan. Vous avez créé de nouvelles et de nombreuses demeures ou refuges que vous appelez
les refuges colibris. Est-ce que ça symbolise, le colibri, une devise? L'être humain et la nature sont en dissension. C'est une évidence absolue. Et toute la tentative que nous avons, c'est d'essayer, est-il possible de réconcilier l'être humain avec les fondements de la vie qui représentent la nature. Alors vous qui êtes réclamé de toutes parts, comme je disais tout à l'heure, et qui paraissez apaisé et en harmonie, c'est un bon exemple pour nous tous, hein, en harmonie avec vous-même, vous reconnaissez que vous n'avez toujours pas réussi à vous débarrasser d'un sentiment du vide. Vous êtes toujours, dites-vous, en quête de votre mère. Absolument. Et j'ai peut-être une apparence rassérénée, mais dans mon intériorité, j'ai ma part de souffrance comme tout le monde. Il y a un itinéraire exceptionnel de votre part, un cheminement avant d'arriver à l'Ardèche, aux Cévennes, à ce que vous êtes et qui est si souvent attendu. Vous avez été confié à un couple qui s'est occupé de votre éducation jusqu'au moment où vous avez choisi de vous-même de vous convertir au catholicisme. Oui. Mais qui vous l'avait demandé? C'est d'abord, je vivais dans un milieu catholique, donc de la famille catholique, et puis ensuite j'ai lu l'Évangile et j'avoue avoir été séduit par la personnalité christique. Et aujourd'hui... et par le prénom de Pierre. D'où la demande de conversion. Mais je tiens quand même à dire que maintenant, je n'appartiens à rien. J'ai été musulman. On me disait que le porc, c'était prohibé, le vin était prohibé. J'étais chez les catholiques, on m'a dit, mais non, 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 c'est excellent, etc. Donc, les contradictions, je les ai eues tout petit, et entre tradition, modernité, etc. Et finalement, mon chemin d'initiation est passé par se libérer de toute appartenance. Mais quel était le prénom du petit rabbi, avant d'être Pierre, celui qui est né dans une oasis du sud de l'Algérie? Alors, Rabah, c'est-à-dire que j'ai hérité de quelque chose de très vaniteux, le victorieux et le gagnant. Alors, on ne peut pas mieux. Et qui est comment? Voilà. Le victorieux, c'est mon comment on le dit nom. alors? Rabhi. L'après. Rabhi. Rabhi, oui. Et l'autre, c'est, je ne vous demande pas de le prononcer, Rabah. Donc, le victorieux et le gagnant. Donc, j'étais bien loti. Pourquoi vous ne les avez pas gardés tous les deux? Vous auriez été, même en symbole et en réalité, le gagnant. Vous êtes le gagnant sans avoir eu besoin de garder les premiers noms. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai demandé le baptême pour être chrétien, il fallait bien que je choisisse un prénom chrétien. Et donc j'ai choisi Pierre, voilà, et c'est resté. Alors, on peut dire que rien ne vous prédestinait au destin que vous avez eu, parce que vous l'avez fabriqué de rupture en rupture. J'ai lu que vous avez suivi des cours d'agriculture, vous êtes devenu ouvrier agricole, vous avez commencé à travailler la terre, et qu'assez vite, vous n'avez pas supporté ce que l'on fait subir à la terre avec des engrais chimiques. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut quand même que les citoyens soient conscients que la terre qui nous nourrit est détruite aujourd'hui par des pratiques agricoles inappropriées. C'est détruit. C'est-à-dire qu'on est en train, en fait, de détruire le fondement même de la vie elle-même. En mettant des produits chimiques dans la terre, on les retrouve dans notre corps, et puis ainsi de suite, quoi, si vous voulez. Donc, j'étais un peu désespéré, puisque le choix que j'ai fait de retourner à la terre, c'est en 61, quand même, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis un pré-68 art, si vous voulez. Oui. Bon. Mais qui a influencé peut-être des 68 arts et d'autres depuis. Et il paraît que votre banquier vous avez découragé quand, avec votre femme Michel, vous avez voulu aller vous installer où? Dans l'Ardèche, dans les Cévennes. Et on vous a dit, mais tu es fou, c'est une terre n'importe où, mais pas là, à cause de la terre. Quand nous avons trouvé le lieu qui nous a séduits, et manque de chance, ce lieu, la terre est rocailleuse, il n'y avait pas d'électricité, on a vécu 13 ans sans électricité, il y avait très peu d'eau. Le chemin partant de pluie, je me rappelle ma vieille Juva 4, la pauvre, quand il pleuvait, elle ne pouvait pas grimper. Alors, évidemment, je me présente à la banque en disant, prêtez-moi pour acheter ça. Alors, ils me disent, on ne veut pas vous aider à vous suicider. Mais le problème, alors après, pour l'expliquer, c'était très difficile. Quand vous êtes dans un lieu duquel vous voyez 17 clochers, que vous avez une beauté absolue, la nature est omniprésente, que vous avez du silence, que vous avez de l'air pur, eh bien, ça figure jamais sur un bilan. Vous dites, je reste là. On ne vous dit pas 100 euros d'air pur ou 10 euros de... Oui. Alors, est-ce que ça veut dire... C'était ça qui nous a déterminés. Au bout d'un certain temps, vous avez fait travailler les sols, vous les avez respectés, peut-être que vous avez su leur parler, et ils n'ont pas été ingrats.
Ils ont Non, rendu. il faut bien préciser qu'il existe ce qu'on appelle des méthodes écologiques de travail de sol. C'est pas, si vous voulez, de l'empirisme. Il y a des méthodes précises qui nous permettent de travailler la terre en la respectant et en tâchant de même en la régénérant et en la transmettant vivante aux générations futures. Mais avouez qu'il fallait de l'endurance et de la patience pour commencer à voir le produit. Alors, au bout de combien de temps vous vous êtes dit je suis bien là et on a eu raison d'être là? On a eu raison tout de suite. Et le problème, c'est qu'après, c'était survivre et élever 5 enfants qui sont venus les uns après les autres. Et ça a été pour moi, si on n'avait pas pris la chose comme un chemin d'initiation, si on avait pris simplement sur les critères ordinaires du travail, jamais on n'aurait tenu le coup. Par contre, on est parti sur l'idée, ce chemin est certes difficile, mais ce chemin, il va quelque part nous élever, nous faire comprendre, etc. Vous ne rejetez pas le progrès, vous dites qu'il faut le maîtriser, le progrès. Le problème aujourd'hui avec le progrès, si vous voulez, c'est qu'il y a... nous sommes de plus en plus en train de nous rendre compte que tout ce que nous inventons devient indispensable. Et donc, est-ce que c'est la technologie, est-ce qu'elle est maîtrisée et dominée par une conscience élevée, ou bien est-ce que nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle où les outils prennent le pouvoir? Oui. Voilà. Oui. Et si aujourd'hui vous supprimez l'électricité, le téléphone, la communication, etc., c'est fini. C'est l'effondrement général du système. Même le portable. Mais vous êtes venu à Paris à pied ou en vélo? Je suis dans cette contradiction et je la nie jamais. J'ai une bagnole, je fulmine contre les multinationales et je les nourris chaque fois que je fais le plein. Donc je ne nie pas, si vous voulez, les contradictions dans lesquelles nous sommes. Michel. Quel rapport vous avez, Pierre Rabhi, avec les Verts, avec l'écologie d'aujourd'hui? Disons sympathique. Alors, je ne veux pas juger les personnes. Hein. Je pense que l'écologie, je ne rentre pas dans le jugement des personnes, mais je pense que l'écologie, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. L'écologie, par définition, c'est quelque chose... Vous considérez l'écologie n'est ni de droite ni de gauche? Ah, moi, non. Je considère que c'est quelque chose qui transcende tout cela, parce qu'il s'agit véritablement des fondements de la vie qui vous concernent, qui me concernent, qui concernent le président de la République ou le balayeur de... C'est pourquoi vous avez proposé ce que vous appelez une sorte de coup d'État planétaire. Oui. À partir de ce que vous avez vécu de votre exemple, vous prêchez l'agri-écologie. Oui. Comment la définissez-vous? C'est l'agriculture écologique, c'est observer les faits, observer l'ordre et les processus que la nature a établis, et plutôt que de les contrarier, on utilise cette énergie pour aller répondre à nos besoins alimentaires, etc. Et je l'ai expérimenté dans les zones les plus difficiles comme le Sahel, et ça fonctionne. Vous avez proclamé souvent « Vive la décroissance ». Hein? Oui. Or, aujourd'hui, les sociétés s'affolent quand apparaît un tout petit peu de récession. On ne sait plus où on est un peu perdu. Est-ce que ce n'est pas une sorte de rêve, mais qui va entraîner une augmentation de la précarité, de la pauvreté avec la décroissance? C'est le contraire. Ouais, c'est de ma responsabilité, mais c'est le contraire. Il se trouve qu'on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles françaises en 2002. Ouais. Bon, on est allé en quête, il y a une mobilisation, avoir les signatures, etc. Et j'ai été stupéfait de voir qu'on avait collecté presque 200 signatures d'élus. À l'interne, parmi les critères qui étaient avancés dans notre campagne, c'était effectivement la décroissance, que je n'appellerai plus maintenant comme ça. C'est que maintenant, j'ai modifié les choses. La croissance modérée. Je dirais la puissance de la modération. Pour une croissance équitablement partagée. Oui. Est-ce que vous avez oublié ou réinventé vos racines algériennes? J'ai beaucoup... Perdu. Oui, vous savez que quand il faut un certain temps pour s'affranchir de son histoire. Et on est obligé de s'affranchir de son histoire, parce qu'on ne peut pas rester bloqué, pétrifié dans son histoire. On ne peut pas évoluer. Ouais, mais le Français Pierre Rabhi, est-ce qu'il a, parce que vous parlez de 1961-62, est-ce qu'il a souffert pendant la période de la guerre d'Algérie, partagé entre le pays de ses origines et la terre d'accueil, entre l'Algérien et le Français? Le petit Pierre Rabhi a souffert dès tout petit, à partir du moment où sa mère est morte, que son père l'a confié à un couple de Français, qu'il a sauté à pieds joints d'une culture à une autre,
avec les contradictions de cette culture. Et c'est depuis ce temps-là que je suis en souffrance et en écartèlement. Mais à un certain moment, il faut quand même sortir de cela. Et qu'est-ce qui vous ramènerait la paix? La gloire, la durée de la renommée ou autre chose? Non, non. Aujourd'hui, je pense que je suis totalement dévoué disons, à quelque chose qui est de l'ordre de la vie et de la survie de la nature et de l'humanité. Ça, c'est un seul. Je suis obsédé par des enfants qui naissent pour mourir de faim, pour agoniser. Donc, on a des méthodes qu'on appelle l'agroécologie qui répondent très bien à ces questions-là. Et j'avoue franchement que je pense que nous n'arrêtons pas de rafistoler notre modèle de société. On le voit bien, on rafistole, etc. Et que mais il faut toujours des utopies, et des utopies vivantes dans les sociétés pour quelques-uns, mais on ne sait pas si ça peut s'appliquer à, comme vous dites, l'humanité. Parce que je lis que vous dites, si la faim dans le monde, qui est un scandale, peut être combattue, on peut la nourrir avec une seule graine. Absolument. Oui. Comment ben, je vous invite il faut plus qu'une graine pour nourrir son aigle. Je vous invite à méditer sur le prodige de la nature. Vous avez un grain de blé. Hein, je vous donne un grain de blé. Voyez, vous allez le semer. Vous allez obtenir une dizaine d'épis. Chaque épi comporte 40 graines. Vous voyez la démultiplication. Vous prenez tout ce que vous avez obtenu, vous le ressemez et vous aboutissez à... Moi, quand je suis dans mon jardin et que je commence à semer mes graines de tomates, je sais que dans cette graine de tomate, j'ai des kilos de tomates. Et pourtant, c'est insignifiant. C'est là où il y a les miracles de la vie qui nous amènent à sortir de la rationalité. On va presque vous croire. Mais c'est rationnel. Oui. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai fait un travail au Sahel, sur comment régénérer les sols, etc., j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « L'offrande au crépuscule », dédié aux femmes parce que j'avais vu le courage extraordinaire que peuvent avoir les femmes dans les conditions extrêmes. Ce livre-là, il a été couronné par le ministère de l'Agriculture français. C'est-à-dire, il y a une validation de mes utopies et de mes délires. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de dire « j'ai réussi une vie sans regret et surtout quand je me souviens d'où je viens » ? Pas du tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais dans un écartèlement entre la nostalgie du passé par rapport au présent, c'est-à-dire cette vie d'exil, de déracinement, de réenracinement. Et finalement, j'étais apatride, complètement apatride. Et ma patrie aujourd'hui, c'est 20 hectares de terre sévenole. Voilà. Oui. D'après vous, Pierre Rabhi, l'homme est le plus grand prédateur de la nature. J'ai lu ce que vous écrivez. Oui, oui. C'est pas plutôt lui, Flechter, là ? Le prédateur? Non, mais moi je dis toujours, nous ne sommes que des animaux. Je crois qu'on oublie souvent cela, c'est-à-dire qu'on partage, qu'on le veuille ou non, cette même planète. Et il y a un moment, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Vous savez, on a inventé l'animal nuisible, on a inventé l'animal utile, on a inventé plein de choses. Tout le monde a son utilité, même si d'ailleurs on ne la comprend pas toujours. Et il faut qu'on apprenne un jour dans notre société, en tout cas vraiment européenne, parce qu'on voit une grosse différence, par exemple, avec les États-Unis ou d'autres pays, l'Australie, qui eux vivent très bien avec les grands prédateurs. Là, Flechter, là, il est silencieux, alors qu'on sait... il est secret, il est calme, mais qu'il est prompt à tous les envols. Si vous l'appelez, il réplique. Oui, mais Fletcher, c'est un cas un petit peu à part. Mais je dis souvent, si l'animal pouvait être la porte d'entrée... Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, Michel ne va pas me contredire, mais c'est un monde de communication, souvent de paillettes et tout ça. Et moi, je dis, si on arrive à se servir de l'animal comme porte d'entrée pour faire comprendre aux gens pourquoi il faut protéger la terre, pourquoi il faut protéger l'eau pour ces aigles pêcheurs, quand vous pensez que moi, j'habite le lac Léman et qu'on m'interdit de manger plus de 7 poissons par an parce qu'ils sont pleins de PCB et que lui, il doit s'en manger toute l'année, comment voulez-vous qu'il y arrive, ce pauvre gars? Donc si à travers l'animal, vous arrivez à toucher les gens et leur dire, attendez, si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous, faites-le au moins pour eux. C'est une porte d'entrée fabuleuse. Parlons un peu de Flechter, puisqu'il est venu de Haute-Savoie. Oui, de Haute-Savoie. Avec vous pour Bibliothèque Médicis. Les rapaces les plus grands, ce sont les condors, qui ont des ailes qui dépassent les 3 mètres. Et vous lui... apportez des plumes. Ah oui, vous avez une plume de condor. Deux condors. Et je vais offrir à chacun des invités. Dans une bibliothèque, avoir une belle plume. Patrice Guénifé, qui a écrit une magnifique biographie de Napoléon, à Michel Drucker. Et vous, Pierre Rabhi. Merci infiniment. Moi, j'en garde pour qui je sais. De plumes. Ouais. Voilà. Oui, là, il est calme. Quelle est l'envergure de ces ailes? Alors,
le pigard Yakublanche au noir, c'est le plus grand aigle d'Europe. Il peut aller jusqu'à 2,50 m d'envergure et faire 6 kg. C'est vraiment un géant parmi les aigles. Et puis, c'est une espèce, moi, qui me fascine depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai lu les écrits d'un Suisse qui s'appelait Paul Géroudet et qui m'a fait rêver avec cet aigle. Je rêvais de le voir et puis on m'a appris qu'il était disparu. Donc, je suis allé dans les zoos pour voir cet aigle. Et puis, je crois que c'est depuis cet âge-là, depuis ces 12 ans, que m'est venue cette idée, mais obsessionnelle. Et vous vivez avec... Ah oui, j'en ai 150, oui. Ouais. Il y a combien d'espèces d'aigles? D'aigle, j'ai une quinzaine d'espèces et j'ai 60 espèces en tout de rapaces. Il faut les nourrir tous les jours. Oui, oui, oui. Mais alors, mais là aussi, c'est qu'on a trouvé aujourd'hui, nous, un modèle économique. Et j'aime beaucoup ce que dit Pierre Rabhi, parce que moi aussi, quand j'ai lancé ce métier, mon banquier m'a dit mais attendez, monsieur, on ne finance pas les élevages de poules. Alors je lui ai expliqué, mais monsieur, je ne vais pas faire un élevage de poules, je ne vais pas produire des poules. Je vais essayer de sauver quelques espèces. Et pour sauver quelques espèces, ben, je vais faire des spectacles, je vais faire des films, je vais faire du théâtre. Et l'objectif, c'est de remettre dans la nature. Et l'objectif, c'est de se servir de cet argent-là que je gagne moi pour remettre ces oiseaux dans la nature, mais sans attendre une aide divine ou une gouvernementale autre. Voilà. Anne-Marie Moreau m'a impressionné parce qu'elle est allée voir des centres de dressage et de spectacles que vous faites quelquefois. Ce qui est frappant, c'est que vous leur apprenez, vous, l'homme, à voler. Oui. Parce que vous dites au début, ils sont en captivité, ils ne volent pas. Donc ça paraît être un contresens, parce qu'on imagine que parce qu'on est animal, enfin on est oiseau, on sait voler. Ben, malheureusement, et comment vous faites alors? Alors, moi, j'ai appris moi-même à voler. J'ai utilisé un parapente, qui est finalement l'instrument qui s'approche le plus de vol de l'aigle, puisqu'on n'a pas de moteur. Donc, j'ai appris à voler en parapente pour comprendre ce que c'était qu'un thermique, comprendre ce que c'était que le vent de pente. Et puis, un jour, maîtrisant un petit peu mieux mon parapente, j'ai commencé à apprendre aux aigles à voler avec moi. Et je me suis aperçu qu'un aigle, ben, en quelques mois, retrouvait son instinct, retrouvait l'envie de voler. Parce que c'est pas instinctif et inné, le vol, pour un oiseau? En fait, si vous voulez, je prends toujours l'exemple, je prends toujours l'exemple d'un enfant à qui qui a deux parents bilingues. Eh bien, sans faire d'effort, il va apprendre le français et l'anglais. Si par contre, il reste 6, 7, 8 ans en n'apprenant qu'une seule langue, le jour où vous allez lui faire apprendre une deuxième langue, ben, malheureusement, il va mettre beaucoup de temps pour l'apprendre. Un oiseau, c'est pareil. Si vous lâchez vos aigles en cours d'apprentissage et qu'ils rencontrent, je ne sais pas s'il y en a, un aigle sauvage, qu'est-ce qui se passe? Ils s'entretuent ou ils sympathisent? Alors, deux cas de figure. Les espèces que j'utilise sont malheureusement des espèces disparues, donc la chance qu'elles ont de rencontrer un congénère sauvage est inexistante. Par contre, on rencontre souvent, nous, des aigles royaux, qui sont les habitants de nos montagnes. Et bien là, je vais vous décevoir, mais les aigles sont des animaux territoriaux, et l'aigle royal va chasser mon aigle, ce qui est normal pour garder, lui, sa nourriture sur son territoire. Donc, on fait bien évidemment attention à ce qu'on fait quand on fait ces exercices-là en parapente, à ne pas voler trop près de nos congénères. L'objectif pour vous, c'est d'en avoir de plus en plus et de les faire voler. Exactement. L'objectif, c'était d'abord de mettre au point cette méthode, parce que les scientifiques, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet uluberlu là qui va apprendre à voler à des oiseaux? Un oiseau... Allez-y, si vous pouviez donner à Flechter un ordre, lui dire de rappliquer ici, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous pouvez lui dire là? Oui, là il est caché là-bas. C'est un animal qui fonctionne qu'à la vue. Il va me voir, je vous le disais, à près de 5 km, donc il suffit que je mette mon gant et que je tape sur mon gant. Mettez-le, on va voir s'il rapplique. Alors, Johan, voilà, on va vous faire plaisir. Votre aide, oui. Et on va voir s'il vient. Qu'est-ce que vous lui parlez? Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, on a un langage qui est quand même assez peu élaboré. Ouais, tu peux le laisser venir direct, Johan. Allez, fetch. Ouais, en plus, il peut vous lui parler. Ah, lui, il me parle, regardez. Ouais. Allez. Ouais. C'est bien. Voilà. Donc, oui, non, c'est un oiseau qui, effectivement... Mais aujourd'hui, on travaille tellement, tu peux le récupérer, Johan. Voilà. Ouais, est-ce qu'on a des statistiques, des études scientifiques sur l'intelligence de l'aigle? Oui, alors, là aussi... Quelle expression, c'est pas un aigle? Voilà, ou triple buse. Triple buse. Triple buse, ça veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ouais. En fait, si vous prenez un aigle, les yeux, à peu près, en proportion dans nos têtes, auraient la taille d'une orange. Donc évidemment, il reste moins de place pour le cerveau. Mais est-ce qu'on demande finalement à un aigle d'être intelligent? Moi, je lui demande d'être un aigle. C'est-à-dire de faire son métier de prédateur à la fin de la chaîne alimentaire et de bien le faire. Et je crois que ça, ils le font merveilleusement bien, même si des fois, ça nous pose problème. Parce que c'est vrai que c'est jamais drôle de voir un aigle manger quelquefois une poule ou un lapin. Il paraît qu'il bosse, l'aigle. C'est un travailleur. C'est un gros travailleur, ouais. Mais vous savez, je crois que Napoléon l'avait choisi pour emblème, c'est pas pour rien non plus. C'est vraiment un oiseau qui nous a fait rêver. Je sais pas combien il y a de pays dans le monde qui ont l'aigle pour emblème, combien de compagnies, mais c'est énorme. C'est un gros travailleur qui atteint l'âge de la retraite très tard, puisqu'il vit 50 ans. Ouais, il vit 50 ans, entre 35 et 50 ans dans la nature, c'est énorme. Mon préféré, parmi les animaux, c'est l'aigle pêcheur. Parfait, là, alors celui-là, c'est l'aigle pêcheur européen. C'était vraiment... Il est tout au sommet de son arme, de son nid. Et quand il voit passer dans une rivière un poisson, comme je l'ai vu en Afrique,
il attaque à quelle vitesse? Il attaque, il va chercher avec ses serres. Il va descendre la proie. entre 120 et 170 km/h sur sa proie, donc c'est phénoménal. Mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que cet aigle que vous venez de voir voler vivait partout en France au XVIIIe siècle. On l'appelait l'orfraie, poussait des cris d'orfraie, c'est parce qu'il était courant. Et imaginez qu'on l'a... Il chassait, voilà, il pêchait, il chassait autour de nous, on le trouvait aux portes de Paris, partout. Mais Et on l'a fait disparaître. Il a été complètement exterminé. Oui, Exterminé par l'homme, voilà. Le dernier est mort en Corse, malheureusement, en 1959. Alors vous nous avez impressionné car vous avez réussi à installer une caméra miniature sur le dos d'un aigle avec un harnais. Oui. Et expliquer ce que vous faites, l'objectif de votre expérience. Et en même temps, on est en train de voir, grâce à Philippe Lallemand et surtout Anne-Marie Moreau, les images que donne la caméra sur la tête de l'aigle. Là, je suis en train de skier avec mon aigle, puisque je partage l'espace. J'aime beaucoup faire du sport avec mes aigles. Je fais du parapente, du ski, du kayak, du vélo. Donc on fait plein de choses. Et toujours pareil, ces scientifiques qui ne me croyaient pas, à un moment, il a fallu que je leur montre. Et donc, j'ai pas trouvé mieux que de leur mettre une caméra sur le dos pour qu'on partage les sensations, qu'on voit à quel point ils allaient près du relief. Regardez comme ils volent près du relief, l'aigle. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions aérologiques sont les meilleures à ce niveau-là. Donc on apprend tellement de choses avec ce entre guillemets, petit gadget. Et puis, alors au départ, c'était une expérience scientifique. Aujourd'hui, évidemment, les chaînes de télévision ont adoré ces images-là. On peut comprendre pourquoi ils volent à quelle altitude, là? Alors là, vous voyez, on est très près du sol, on est à peu près à 5 mètres sol. Bon, après, il va sortir sur la plaine. Là, on est au col de la Colombière, un très bel endroit vers chez nous. Là, on va prendre un petit peu de gaz, comme on dit dans notre... Là, on est voilà, sur la mer de glace. Regardez, un oiseau disparu qui est en train de filmer, malheureusement, un de nos monuments Ce qu'on voit là, qui disparaît. ce sont les images de la caméra, mais c'est pas ce que l'œil de l'aigle voit. Non, la caméra ne va finalement donner qu'une image qui est humaine, alors que l'aigle voit beaucoup mieux que ça. Mais ça nous permet quand même... Son champ de vision, il est quoi par rapport à ce qu'on est en train de voir? Totalement différent, parce que nous, on met la caméra devant pour avoir le champ de vision. L'aigle a une espèce de trou noir, si vous voulez, devant la place du bec. Il voit parfaitement bien sur la vision périphérique. Par contre, et c'est pour ça que souvent les oiseaux se prennent les vitres, les fils ou autres, parce qu'ils ont malheureusement un trou dans leur champ de vision. Mais cela dit, ça nous donne une vision quand même assez proche de ce qui... Vous voyez, regardez la vitesse à laquelle il passe près des arbres, ça, et encore les images sont ralenties là. C'est vraiment très spectaculaire. Regardez, là, il est au-dessus de la mer. Voilà, là, on est est-ce qu'il est attiré par des paysages particuliers? Est-ce qu'il irait chez Pierre Rabhi en Ardèche? Ou alors il va du côté de chez Michel dans le Midi, là, près de la mer? On vient de tourner pour France 5 et Ushuaïa une très belle série. Là, on vient de tourner dans les Cévennes, juste au-dessus de chez vous. On a fait des images magnifiques. On a visité les plus beaux sites de France pour faire découvrir aux Français, à travers le regard de l'aigle, justement, ces beaux sites de France. Non, là, c'est la tête qui bouge. Mais les ailes ne bougent pas, on ne les voit pas bouger. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui nous a frappé quand on a mis les premières caméras. C'est-à-dire que vous, quand vous courez, le coureur du dimanche, il va bouger les bras, les jambes, c'est tout un peu pas très synchronisé. Nos aigles, au début, quand on leur apprend, c'est pareil. Ça bouge dans tous les sens. Et plus ils progressent, plus ils sont bons. Et moins la caméra bouge. Les aigles qui savent vraiment voler... Ils finissent comme des planeurs. Exactement. Voilà, ça ne bouge quasiment plus du tout. Et puis vous le rappelez, il vient se mettre sur votre bras. Après. Oui, bon, ça arrive, attendez, c'est pas des robots, et puis je leur demande pas ça non plus. Mais c'est vrai qu'on a une relation qui nous permet évidemment de pouvoir... C'est incroyable, parce qu'il aime les aigles. Hein. Ah oui, je suis un passionné, excusez-moi. Dans les spectacles que vous faites, qu'est-ce que vous présentez de vos aigles? Voilà, en ce moment, hier soir, on était à la Comédie à Genève, on faisait de l'opéra, donc c'était l'aigle allemand qui s'envolait à travers la salle. Voilà, ça fait juste une image de quelques secondes, mais c'est mon objectif, c'est d'amener ces oiseaux là où on les attend pas. J'ai fait les matchs de rugby, j'ai fait les matchs de foot, je suis allé à l'Élysée. C'est d'amener ces oiseaux où on les attend pas, parce que chaque fois, on crée, vous l'avez vu avec vous-même, une rencontre, un plaisir, et d'un seul coup, on aime les oiseaux. Vous pouvez ajouter que vous avez fait voler l'aigle grâce au président Jean-Pierre Bel du Sénat, etc., dans cette magnifique annexe de la bibliothèque du Sénat. Alors ça, je peux dire, grâce au directeur, à toutes les équipes, que c'est un vrai honneur. Non, franchement, voilà, un honneur peut-être pour nous et pour l'aigle, et j'espère qu'il gardera de très bons souvenirs. Et j'ai constaté qu'il n'a piqué aucun livre. Pour l'instant, non. Avec l'aigle. Est-ce qu'un jour vous arriverez, d'ailleurs je pense que vous pourriez le faire, d'installer ces caméras et de montrer pendant la durée du vol ce qu'il voit, mais en direct, parce que là vous le filmez. Ça peut se produire avec des caméras d'aujourd'hui. On essaye, mais malheureusement on est contraint par la technique aujourd'hui. Les caméras sont déjà presque grosses, hein. Même si elles font que 170 grammes, ça détruit la traînée, puisque Michel vole, il le sait. Donc l'oiseau, pour vous donner une idée, passe d'une heure et demie d'autonomie à peu près 20 minutes quand il a la caméra sur le dos, tellement ça le ralentit. L'aigle peut être un très bon drone. Exactement. Surtout que c'est des images magnifiques, vivants, qui bougent, qui nous fait voir le monde tel qu'il est véritablement. Mais il ne tuerait pas ce drone-là. S'il était... Non, je crois pas. Ça dépend s'il cherchait ça. Un petit lapin. Sa proie. Voilà. Avec vous, Michel de Rucker, c'est la comédie humaine.
au travers d'anecdotes. Et ses cruautés. Et voilà, et de portraits. Ils ont tous aussi des griffes ou des cerfs. Il y a des oiseaux de proie dans notre univers. Et en politique, il y a des rapaces. Oui, mais pas seulement en politique. Et vous le montrez à travers ceux qui ont été au sommet de leur position sociale, etc., qui se sont ensuite effondrés. Et on voit les fluctuations de la célébrité, sa lumière, ses ombres, un peu comme une drogue. Vous parlez des stars que vous avez souvent repérées, soutenues, poussées, vous les avez amenées parfois au sommet, et puis parfois vous les avez vus, vous avez été témoin de leur dégringolade. Et le livre, tombés du train. Et le livre, est-ce que c'est les autres et moi, ou moi et les autres? Non, ce sont les autres, vus par ma caméra à moi, parce que ça fait 50 ans, c'est beaucoup. Et j'avais les yeux ouverts déjà à 26 ans, en mai 68, période que nous avons bien connue, Jean-Pierre. Et j'observe ça depuis 5 décennies, et c'était le moment de montrer un petit peu, avec ma caméra à moi, et celle de Jean-François Kervéran, qui a fait ce livre avec moi, ce qu'est la célébrité en politique, dans la chanson, le cinéma et la télévision. Parce que la télévision, c'est autre chose. La vedette de la télévision, ce ne sont pas les gens de télévision, c'est la télévision pour moi. Et qu'elle a beaucoup changé. Oui. Vous dites que la gloire est à la fois un système et une loterie. Oui. Et elle vous procure du plaisir, puis elle devient une habitude, avant de tourner à un besoin bientôt aussi vital que l'air que vous respirez, besoin d'être vu, reconnu, entouré, admiré, porté, assisté, conforté, aimé, adulé, si vous pouvez vous en passer. Il y a une addiction. Vous aussi, il y a une cour derrière vous, attention. Il y a une addiction. À la fin, elle peut devenir un fléau. Vous dites faire de vous une star ou un enfant, c'est une jouvence, c'est une drogue, jusqu'à la perte. Il y a une addiction, bien sûr. Il y a une addiction, mais Lance Armstrong, que j'ai rencontré dans le Colorado, qui s'était arrêté pendant 4 ans et qui est revenu, je dis, mais pourquoi tu reviens? Il me dit, je reviens parce que mon corps en a besoin. J'ai une addiction, une espèce de souffrance. Et je pense que les hyperactifs que nous sommes, qui sommes, à mon avis, tous des maniaco-dépressifs, sont obligés de continuer à travailler, parce que le mot retraite, c'est déjà la tombe. Et je pense, moi, que j'ai cette addiction également, que j'essaie de m'en sortir, mais que mon père, médecin de campagne, avait l'addiction pour son métier. Il a posé son stéthoscope à 80 ans. Le livre, c'est un confident et un remède contre les peurs. Oui, bien sûr. De Michel Drucker. Évidemment. Vous dites, vous répétez quelquefois, je le sais, vous êtes hypochondriaque, vous connaissez tous les médecins de Paris, de votre quartier, etc. etc. Et puis comme je suis fils et frère de médecin, je suis du bâtiment. Le seul que vous n'avez pas vu, c'est un psy. Oui, mais c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce livre. Bah ouais. Mais il y a aussi une façon d'échapper au psy, c'est de nager, c'est de faire du sport et de rire. C'est-à-dire, je dis dans ce livre, il y a une phrase que je veux absolument qu'on retienne, c'est que l'humour, la dérision et l'autodérision sont la musculation de la lucidité. Le maître mot pour s'en sortir, c'est la lucidité. Ouais. Car ça peut rendre fou. Oui, depuis quand vous le savez, en ajoutant le rire. Oui, j'ai su ça en mai 68. Dans l'ombre de Zitrone et dans l'ombre de ceux qui sont tombés du train. On l'a vécu, vous et moi, Jean-Pierre. Et moi, j'avais 26 ans. C'était mon premier gadin, si j'ose dire, pendant 1 an. Et je me suis dit, faisons en sorte que je ne recommence pas. Ouais. Et j'ai eu la chance de reprendre un train qui passait après. Ouais. D'autres n'ont pas eu cette chance. Oui, je sais, puisque je suis tombé du train aussi, à l'époque. Et je donnerai une correction sur Léon Zitrone. Et c'est vrai que vous l'avez raconté qu'il a connu des difficultés, il était la star, il a disparu. Mais il m'est arrivé de lui donner, quand j'avais quelques responsabilités, à présenter non pas seulement des jeux pour le public, mais en même temps les journaux télévisés du 20h du week-end. Et à l'époque, tout le monde disait, mais comment il le fait revenir, etc. Et en même temps, il avait son public. Et vous, sur le public, vous dites, quand on est célèbre, on doit affronter le public. Il y a une très belle phrase, il n'imagine pas le public ce qu'est le public. Hein? C'est-à-dire, lui aussi, le public, il a ses griffes et ses serres. Oui, évidemment. Et puis, il y a un monsieur qui a inventé un objet terrifiant pour nous. C'est le monsieur qui a inventé la télécommande. Paf! C'est-à-dire le silencieux. Oui. Mais la peur du vide, vous l'avez vécu, vous l'avez raconté à un moment, à vos débuts, et puis vous l'avez vu chez d'autres. Et il y a des scènes très émouvantes, avec Sheila et les terribles rumeurs qui ont affecté sa carrière. Chantal Goya, qui a été exécutée en direct à la télé. Et puis les comebacks sont émouvants. Le comeback dans Vivement Dimanche de Dorothée, et puis les stars de la tournée Achetant des têtes de bois, qui reviennent dans la lumière après 3 ans de ténèbres absolues, devant des foules immenses, et on revoit Richard Anthony,
qui remet son costume de l'époque, un peu maigri, et puis on revoit Michel Delpech qui revient, et on voit Hervé Villard, et on voit ceux qui n'ont jamais vraiment totalement disparu, mais qui n'est plus sur les écrans radars. Parce que quand on ne vous voit plus à la télévision, quand vous entendez, on dit tiens, il est mort, qu'est-ce qu'il devient? Il continuait dans l'ombre, parce que les chansons populaires et les grandes chansons ne meurent jamais. Donc les interprètes non plus. Vous découvrez tout un milieu, vous qui êtes l'historien, qui travaillait sur à la fois les archives, les notes et qui enseignait. Oui. Mais vous savez, dans l'université aussi, la passion de la gloire existe, et donc l'addiction au succès, à la notoriété. Et pourquoi vous êtes intéressé à Napoléon ou à Bonaparte? Parce que je m'intéresse à la politique. Et il est un peu le modèle de l'art politique. Il est l'art politique fait homme. Et au départ, c'est ça mon intérêt. La télévision aurait existé à l'époque de Napoléon, il l'aurait utilisé comment? Il l'aurait très bien utilisé. Il avait le sens de faire sa propre publicité, il la faisait très bien. Ah oui, mais alors... Sens de la com, hein. Michel, vous allez voir la description que vous faites de Bonaparte. Hein, vous allez la faire. Il ne paye pas de mine. Au début, s'il avait dû faire de la télé, vous voulez que je dise ce que vous dites? Oui, maigre à faire peur, le teint pâle, jaune assure les témoins. L'air fatigué, les cheveux tombant sur les épaules, peu soigné, les vêtements râpés, embarrassé de son sabre, paraissant peu à l'aise à cheval, alors qu'il était tout le temps à cheval, s'exprimant avec un fort accent, corse sans doute, qui le rendait parfois incompréhensible, affligé de surcroît d'une gale attrapée pendant le siège. Il a l'air malade, à vrai dire, un peu minable. Oui, mais il aurait eu un conseiller en com. C'est quelle année, ça? Non, c'est à l'époque de Toulon, 1793, encore en Italie. Mais vous savez, il avait... Quand les gens le voyaient, malgré son aspect, il avait un regard qui captait l'attention et qui en imposait. Et donc, par sa seule présence, malgré tout ce qui le desservait, il impressionnait beaucoup tous ses contemporains. Et tout ça, c'est comme ça qu'il a pu faire, dès son jeune âge, une ascension extraordinaire. Bien sûr, fulgurante. Ouais. Un charisme inné. Un charisme inné, oui. Mais on fait un grand saut dans l'histoire, c'est ce qu'avait François Mitterrand. Mais je pense que c'est ce qu'avait aussi le général de Gaulle, qu'on peut, par certains côtés, comparer. On peut comparer les deux personnages par certains aspects. Oui. Et notamment sur cette autorité innée qui en imposait, en dépit, dans le cas de Gaulle, de l'absence d'état de service, comparé à ceux du reste de c'était ce qu'on appelle dans le monde animal un dominant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais même un prédateur. Pierre Rabhi. Un prédateur. Pierre Rabhi. Oui. Moi, ça me renvoie un petit peu aux 12 Césars, aux 10 Césars de Suétone. Et alors, dans ces Césars, je ne pense pas que Marc Aurèle était intégré. Marc Aurèle était fascinant, parce que il avait à la fois le pouvoir et à la fois la recherche et l'éthique du pouvoir. Oui, si mais parce qu'il est le sage de cette galerie peu recommandable. Voilà. Vous parliez de Gaulle, mais De Gaulle, c'était l'île, c'était le nord de la France. Napoléon, enfin Bonaparte, c'était la Corse. Est-ce qu'il était étranger? Est-ce qu'il était assimilé? Est-ce qu'il était immigré? Non, c'est un peu... Si vous comparez les deux personnages, vous ne pouvez pas imaginer le général de Gaulle ailleurs qu'en France. C'est vraiment un personnage très français. Bonaparte, vous pouvez l'imaginer dans tous les pays du monde. Et il était corse, mais il avait désappris sa langue parce qu'il a été éduqué sur le continent. Il y avait tout un passé familial, puisque vous savez qu'il avait des doutes sur sa propre filiation. Jusque vers l'âge de 30 ans, il a cru que son père n'était pas son père. Il faisait et refaisait les calculs. Donc il y a eu un problème d'identité chez lui. Oui, il y a un problème d'identité, mais qui lui a donné une liberté extraordinaire. J'ai parcouru votre livre, je ne l'ai pas terminé comme Jean-Pierre, mais il y a des éléments assez nouveaux, c'est les relations avec les femmes. Joséphine, c'est vrai, la vie personnelle, la vie intime de Napoléon, il y a des choses nouvelles. Hein. Qui est très importante, parce que, c'est un peu la thèse du livre, c'est qu'au fond, il se révèle à lui-même dans sa rencontre avec Joséphine. Et je pense qu'il cessera vraiment d'être lui-même au moment du divorce en 1809. Et donc elle a joué un rôle très important, c'est un mariage tout à fait bancal et déséquilibré, mais en même temps, c'est l'alliance, c'est le mariage de l'Ancien Régime et de la Révolution à travers deux marginaux et deux bohèmes. Donc c'est un chapitre très important de sa vie. Dans le livre, Michel, vous tendez la main à ceux qui ont été au sommet, qui sont descendus. Daniel Gilbert, Renaud, Jeanne Birkin. Il y a un chapitre très émouvant avec Stone et Chardin. Éric Chardin qui est pratiquement mort sur mon plateau. Oui. Qui a tenu jusqu'à l'émission et qui quelques jours après est mort. Une maladie très grave, il l'a su. J'allais le voir à Boulogne tous les 15 jours. On a su, sans s'en parler, qu'il était condamné. Et il m'a dit, voilà, je voudrais que tu me consacres à une émission car je vais faire un duo avec Stone.
Et ça a été sa chimio. Les médecins m'ont dit, c'est cette émission qu'il a tenue. Dès que le générique est passé, il est mort 3 jours Vous après. voyez l'influence que l'on peut avoir, vous pouvez avoir. Et puis on rencontre Valéry Giscard d'Estaing, Oui. qui s'est confié à vous après sa défaite en 81. Il va, on sait les relations avec Bokassa, il va en Afrique. Et il me dit, j'avais repéré un terrain, j'avais envie Ah ouais. de construire une petite maison en bois, mon piano, mon fusil, et ne plus jamais revenir. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Quand Oui. Jacques Chirac a été battu, Oui. il a dit je vais devenir antiquaire, c'est ma Ouais, passion. Napoléon, qu'est-ce qu'il a dit à Non, Sainte-Hélène? il disait périodiquement, je veux devenir juge de paix dans un canton. Vous savez, moi, la gloire, les honneurs et la guerre, je n'aime Ouais, pas il y a ça. Bonaparte, c'est le livre. Oui. Vous allez jusqu'en 1802, les 10 années de triomphe, Voilà. Ouais. avec, Oui. avec toutes les étapes, le directoire, le consulat, le pouvoir, etc. Après, ça va être Napoléon. Quelle est votre préférence, Napoléon ou Bonaparte? Personnel? La vérité. Bonaparte, bien sûr. Parce que Bonaparte, c'est la jeunesse, c'est l'époque de ses noces avec la Révolution, avec la France. Donc Bonaparte, bien sûr. Vous dites Un mot de Ségolène? Oui, un mot. Un mot. Elle a écrit un livre, vous connaissez, Le Courage. Roosevelt, Louise Michel, etc. Donc elle me téléphone, elle me dit, voilà, j'aimerais bien que vous me receviez pour parler de ce livre. Et évidemment, elle parle d'elle, Le Courage, c'est elle. Et je lui demande, mais ce que vous avez vécu, humiliation sur humiliation, elle me dit, mes enfants étaient là, j'y crois toujours. Elle rêve d'un poste de ministre ou à l'Assemblée nationale, elle continue le combat intact, une force intérieure incroyable. Comme vous, qui faites beaucoup de sport, on sait tout, la natation, Mental le fort, foot, hein. le mental, etc. Mais le rêve de Drucker, vous savez ce que c'est d'être Jane Fonda. Bon, hein, parce qu'elle dure, parce qu'elle est belle, Parce qu'elle a réussi son 3e acte. Voilà, son Non, pas troisième le acte. 3e âge. Ouais, son 3e acte. Et vous dites, j'aime de plus en plus les gens et de moins en moins les gens s'élèvent. Ça, je ne crois pas. Mais je me trompe. Je veux dire par là que quand Barbara, puisque je cite un extrait de sa chanson, dit « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous », sans aucune démagogie, après 50 ans de télévision, les plus belles émotions me sont venues des inconnus et des anonymes. Oui, oui. Mais, et les plus belles lettres que j'ai parfois reçues. et parfois qui ne sont pas restés quand vous les avez pris, que vous les avez aidés. Et là, vous dites, j'en ai marre de rendre des comptes depuis 50 ans. On peut se demander qui vous y oblige à rendre des comptes. Et là, je veux devenir égoïste. Non, mais c'est une image. Ça veut dire par là que mes parents m'ont beaucoup pesé. Je cite encore ma mère tout le temps. C'est vrai que je me suis beaucoup occupé des autres. Beaucoup. Mais vous devez remercier votre mère et bien surtout sûr. votre père. Il était tellement dur qu'il a fabriqué un Drucker. C'est vrai que j'ai vécu douloureusement le deuil, la mort de mon frère. Et c'est vrai qu'à 71 ans, je me dis, et si j'essayais d'être enfin heureux Non, mais vous avez été heureux à différents moments. Non, mais ça, c'est aussi la TAVI, c'est l'Europe centrale, c'est tout ça, vous savez. Et on n'est pas toujours très doué pour le... On n'est pas toujours très doué pour le bonheur quand on appartient à une diaspora qui vient de l'Europe de l'Est. Il dit « Je ne suis pas un grand artiste, je suis un passeur qui souhaite laisser une trace. Je ne veux pas qu'on m'oublie. » Oui, je voudrais bien laisser quelque chose, peut-être ce livre. Et c'est vrai que je décris la lumière et l'oubli. Je sais que je vais y avoir droit. Quand, j'en sais rien. Vais-je en souffrir? C'est toute la question. Mais qu'est-ce qui est pire, Michel? Selon la question de Woody Allen, être un has-been ou n'avoir été jamais personne. Oui. Qu'est-ce qui est mieux? Réfléchissez, vous me répondez à la fin. Être un has-been, c'est difficile à vivre. Bah ouais. Très difficile à vivre. Peut-être ne jamais avoir été célèbre. Mais non, vous en seriez mort. Heureusement que la majorité des gens ne sont pas dans la lumière, ils sont heureux de vivre aussi. Hein. On peut vivre sans ça. Ils n'ont pas le regret de ne plus y être. Voilà, exactement. Patrice Ganifé, encore une fois, c'est un livre magnifique et je vous le recommande et je le recommande vivement. Bonaparte, il est lié à la Révolution. Oui. C'est la Révolution qui le fait. Oui. Il est lié à la Révolution, il en est le fils, il est celui qui la termine, mais en même temps, il n'en partage pas les passions. Ce qui va lui donner la capacité de réconcilier très momentanément les deux France, celle de l'Ancien Régime, celle de la démocratie. Et il va réussir précisément parce qu'il est un peu un personnage de l'extérieur. Il vient de la périphérie du royaume, il est français, il n'est plus corse, mais en même temps il reste quand même un peu corse. Lui-même ne se veut pas corse, mais se veut italien. Bref, tout un conflit d'identité qui va lui donner une grande liberté et qui va lui permettre d'apparaître comme un arbitre à un certain moment. Sa génération qui vivait la fin de l'Ancien Régime,
et la Révolution avec la terreur 1789-93. Est-ce qu'il fallait qu'elle passe par l'armée, par les conquêtes, les batailles, par l'armée, pour faire son destin? Probablement, parce qu'il y a eu une tentative après la terreur pour mettre à plat les choses, pour arrêter la Révolution, pour en tirer les conséquences institutionnelles. C'est le Directoire qui a échoué. Parce qu'il est très difficile de mettre fin à une guerre civile avec ceux qui l'ont faite. D'où la nécessité d'un recours extérieur. Et même si lui avait été mêlé à des épisodes de guerre civile, précisément parce qu'il avait le sens des médias, il a su faire oublier cet aspect de son histoire et apparaître comme l'homme neuf qui allait réconcilier les Français. Et quels qu'aient été les moments décisifs qu'il a rencontrés, qui ont souvent mis du sang sur ses mains, hein? Toulon. Toulon, mais qui est un épisode, à la fois bien sûr c'est un épisode de guerre civile, mais c'est aussi un épisode de guerre contre les Anglais. Ce qui a quand même un peu plus d'allure. Il a surtout réprimé une insurrection royaliste en 1795, mais d'un autre côté, à la même époque, il a refusé d'aller combattre en Vendée. Oui, mais il est allé massacrer des Turcs et des Égyptiens. Après, vous vouliez lire ça, hein, Pierre Rabhi, je suis sûr. Je pense que la violence magnifiée, on est prisonnier de cette violence magnifiée à laquelle on donne toujours un sens, toujours une symbolique. On massacre, on tue, et encore aujourd'hui, on continue. Et c'est rentré dans la norme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rentre dans le fonctionnement humain sans que ça nous pousse à remettre en question fondamentalement. Mais est-ce que vous lui concédez quand même une valeur à son œuvre? J'ai du mal. J'avoue ouvertement que j'ai du mal. Quel est l'homme politique aujourd'hui en France ou ailleurs dont le parcours, dont la mécanique intellectuelle, dont le profil pourrait vous rappeler Napoléon et Bonaparte? Aucun. On l'a fait. Bonaparte a créé, mais en même temps, vous savez, dans l'histoire française, il y a une obsession du sauveur et du grand homme. Donc il y a eu Louis XIV, Napoléon, De Gaulle. Donc c'est récurrent. Peut-être que la conjoncture actuelle fait que, on le voit bien dans les sondages, il y a une demande d'autorité, on cherche un grand homme sans le trouver. Le problème des grands hommes, c'est qu'on ne sait pas où ils sont avant qu'ils se manifestent. Donc, il faut donc les circonstances. Oui, il faut les circonstances. Qui aurait pu On dire peut éviter que les le petit révolutions et général les de guerres Toulon pour qu'ils naissent deviendrait Napoléon? Personne. Et alors, vous dites le sens des médias. Il a le don exceptionnel de transformer ses défaites ou ses relatives défaites en victoires. Oui, là, c'est un succès, oui. Voilà, c'est un succès. Vous le montrez par exemple en Égypte, il se barre et il revient en France, on a besoin de lui, mais on va le voir à plusieurs reprises. Et en 1812 à Moscou, en Russie, quand il laisse l'armée traverser la Bérésina, etc., et qui applique parce qu'on a besoin probablement de lui. Bien sûr, parce s'il a un côté tout à fait pré-romantique, exaltant et positif, en même temps, c'est un homme qui a un côté monstrueux, bien sûr. Monstrueux? Oui, bien sûr. Ah, vous faites plaisir à Pierre Rabhi. Non, mais évidemment, en Égypte, il abandonne son armée parce qu'il a senti que c'était le moment de rentrer pour s'emparer du pouvoir. Et sans aucun problème de conscience, il s'en va, comme il fera en 1812. Il a la capacité de tourner la page. Et vous dites, il est l'homme qui, sans ancêtre et sans nom, s'est créé lui-même à force de volonté, de travail et de talent. Napoléon est une figure de l'individu moderne. C'est-à-dire que souvent on voit en lui un chef de guerre et donc un personnage de l'histoire ancienne. Et en réalité, il me semble qu'il incarne quelque chose de profondément moderne qu'on ne trouve ni chez César, ni chez Alexandre, qui viennent tous les deux de l'establishment, qui sont au centre du monde qu'ils vont conquérir. Lui vient de la périphérie, au fond c'est un homme ordinaire qui fait de sa vie un destin à force de travail, d'intelligence, de violence aussi, et d'autorité. Et dans cette mesure-là, il y a une sorte de rêve de l'individu moderne, puisque tous autant que nous sommes, notre rêve au fond c'est d'être né de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a laissé de plus important? Ce qu'il a laissé de plus important, ce sont les institutions qu'il a fondées, qui étaient la mise en loi de la Révolution française. Le Code civil, le Conseil d'État, l'administration, c'est bien sûr ce legs-là. Et vous ne craignez pas, Patrice Guéniffé, de montrer les périodes d'ennui ou de colère, de doute aussi, comme si les Napoléons, De Gaulle, Churchill, etc., n'avaient jamais eu de doute, etc. Là, vous les montrez, ce ne sont pas des personnages monolithiques.
Non, mais je crois que De Gaulle a eu très souvent des passages à vide, et vous aviez raison. Ce sont quand même de grands maniaco-dépressifs. Vous savez, Napoléon est hyperactif, il a une philosophie qui est d'employer chaque journée comme si ça devait être la dernière, mais par moments, il fait couler un bain, il se plonge dedans, et il y reste pendant 8 heures. Par rapport à l'époque aussi, vous disiez en tout début, c'est Jean-Pierre Cabache qui le disait, Napoléon, on a l'impression qu'à l'époque, on mourrait pour la patrie ou pour quelque chose et qu'il a su en profiter. Aujourd'hui, un homme politique qui voudrait sortir, pourquoi on meurt aujourd'hui dans notre pays? Enfin, à l'époque, c'était presque facile de soulever les gens parce que... C'est l'époque de la Révolution. Mais même après, les Est-ce qu'on a passions... besoin, comme dirait Pierre Rabhi, est-ce qu'on a besoin forcément de mourir pour défendre son pays? Non, mais à l'époque... On peut. Il y a les militaires, il y a les Voilà, soldats. oui, mais- Chanson de Brassens, mourir pour des idées, mais le plus tard possible. Bien sûr, mais ce que je veux dire, Napoléon, il avait un contexte qui était finalement assez favorable. On allait se battre aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui, vous, moi, nous motiverait de manière consensuelle pour aller perdre notre vie, alors qu'à l'époque, vous suffisait que vous leur disiez, voilà, la patrie et tout le monde y allait. Il y a encore pas si longtemps. Oui, peut-être, oui, 1914, pardon, oui, c'est encore pas si vieux. La gens résistance, Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste l'honneur, Napoléon, c'était- l'ennemi, mais il avait un le consensus autour de, terrorisme, finalement, un environnement qui était très favorable. Disons que moi, ça met en évidence, évidemment, que l'espèce humaine est trouillarde, elle a peur. Et ensuite, d'abord, on sait qu'on va mourir, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Et tout cela nous travaille. Nous sommes en quête de sécurité. Et la quête de sécurité aboutit à dire je renaîtrai après la mort, ou etc. En laissant des ça veut traces. dire je m'enrichis comme si ça allait me dédouaner de disparaître, etc. Et donc encore aujourd'hui, on regarde la géopolitique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui anime les choses? Les peurs, fragmentation, nation, défense de la patrie. Armement, etc. Non, je on est dans ne tout ça. partage pas ce jugement. Il me Non, semble mais vous que êtes libre de ne pas beaucoup partager. d'épisodes de l'histoire montrent au contraire un courage extraordinaire. Moi, je suis toujours très impressionné par les exemples de courage, d'audace, au risque même de la vie. Chez des gens qui sont parfois très jeunes, donc qui ont normalement devant eux Vous 60, savez où j'ai vu le 70 ans. courage? C'est au Sahel. Quand on est peut à le voir l'extrême, partout, vous savez. non, mais quand on est à l'extrême, c'est-à-dire qu'on est là à se demander si demain on va pouvoir manger. Qu'est-ce que j'ai vu comme courage? Les femmes. Le courage des femmes Mais a il y a le éclaté. Sahel, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a où elle énormément souffre, il y a de tous ces pays. pays-là. Le courage, c'est Eh pas bien, il peut seulement y des avoir grands chaque hommes. fois, Alors, cela dit, dans notre au cas- période, des actes de résistance et de courage. Ben oui. Vous citez souvent le sage hindou Krishnamurti. Oui. Il recommandait à ses fidèles, il leur disait « Ne me croyez pas Absolument. hein ». Bon. Moi, j'écoute Pierre Rabhi, je fais mon chemin. Est-ce que je dois dire « Je vous crois ou je ne vous crois pas » dans tout ce que vous me dites? Alors, vous pouvez, Si j'applique vous les pouvez principes, parfaitement mettre en doute ma philosophie, mon approche. Je n'impose rien et je ne me prétends pas être la source de la vérité. Et il n'y a qu'à s'asseoir. C'est pour ça que Non, je c'est à garantis chacun d'inventer. d'être pris pour un gourou. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas en train de déverser de la vérité que je n'ai même pas moi-même, que j'essaye de quêter. j'ai dit une certaine Là sagesse. où vous serez bien obligé de me croire, c'est quand je vais dans, je répète, le Sahel, vous avez des terres arides, j'amène des techniques, ces terres se fertilisent, renourrissent les gens, là vous ne pouvez pas nier. Vous voyez? Mais pour le reste, pour ce qui est de la dialectique, si vous voulez, dialectique, des thèses, des antithèses, de toutes ces choses-là, ça reste dans le domaine, même Laissez-les des aux philosophes. J'ai rhétoriciens. beaucoup fréquenté les philosophes, mais les philosophes ne s'entendent pas sur tout. Ils sont pleins de Mais bien sûr. contradictions. C'est pour ça que j'ai Alors, cité voilà. Krishnamurti. Voilà. Je crois pas, chacun d'ailleurs C'est de choisir. Krishnamurti a choisi, si vous voulez, la maïotique, c'est-à-dire quelque chose qui met en route la réflexion de tous à la manière socratique. Oui, c'est une biographie superbe d'un héros qui a été inventif, brutal, sanglant, cynique, mais qui fait partie de notre Qui fait partie de notre patrimoine histoire. et de notre Oui. histoire, et qui a fait passer le souffle de la Révolution, on va le dire, sur Bien tout le sûr. continent. Oui. Ça est retombé contre lui parce qu'il en a trop fait en Russie, en Espagne, etc. Et vous, on va le dire vite pour ne pas vous faire rougir, vous vous êtes imposé comme un grand historien, que j'avais repéré vos livres sur la terreur, je vais etc. rougir. Ne rougissez pas. Un artiste de l'histoire. Et vous aider à comprendre comment Napoléon est devenu Napoléon, comment un homme peut devenir un homme, et comment un homme sait ce qu'il veut être, à jamais qui il est, comme disait Borges que vous citez. Ici, à sa place, chacun de vous a raconté, à témoigner. Et c'est ça qui est formidable de pouvoir témoigner. Chacun, où qu'il soit, en tire ou non le meilleur profit. Et puis on ne va pas oublier Fechter. On le rappelle, il peut Allez, revenir. allez. J'espère qu'il ne s'est pas trop ennuyé et qu'il a regardé ça sur un écran. Oh, oh, oh.
Merci, hein. Merci Fechter, merci à merci vous Jacques de nous avoir Olivier, invité dans ce merci studio magique. Fechter, voilà. Merci à vous tous et à Fechter qui est venu de si haut. Voilà. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger là? Alain, il a mangé un petit bout de poulet. Ah oui. Eh oui. Pas n'importe quoi, pas n'importe quelle partie du poulet. Non, parce que d'habitude, il mange du poisson, mais ça sent vraiment tellement mauvais dans ce lieu que je ne l'ai Non, pas amené, non, donc on a vous avez donné bien du fait. poulet. Voilà. Alors bon retour, hein. Bon retour. Allez. J'espère que tu ne te fâcheras pas. Allez, salut. Merci à vous tous et à la prochaine.